Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Alors, l'opération Épervier, spécial Épervier, donc à compter du dimanche 1er décembre, initiée par les forces de police ivoiriennes. Merci d'être avec nous. Cette opération donc, qui concerne l'ensemble du territoire national. Alors, au cours de cette opération spéciale Épervier, les plaques d'immatriculation banalisées, les visites techniques, les vitres teintées, non conformes, l'assurance et les vignettes fiscales et techniques seront contrôlées par la police dans la circulation. C'est à partir du 1er décembre. Ensuite, on fera donc un tour au Mali parce que simplement, après plus de 4 ans de transition, Assimi Goïta, donc le chef de la transition, le président malien, évoque la tenue d'élections présidentielles. Nous en parlerons avec notre invité Adama Guébré. Il est directeur de publication de L'Œil du Faso, analyste politique et journaliste. Ensuite, nous parlerons de culture avec Emmanuel, alias Lightman. Est-ce que je pourrais prononcer son nom? Je vais essayer. Emmanuel Ngara-Doumbay, alias Lightman, écrivain et entrepreneur culturel tchadien. Et ensuite, en seconde partie de ce temps d'antenne, nous parlerons d'entrepreneuriat avec Madame Nanou Cécile, entrepreneur donc qui est propriétaire de l'hôtel Le Vaisseau, et aussi Monsieur Jean-Marie Adom, les thématiques entrepreneuriat et engagement citoyen. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Nous sommes aujourd'hui jeudi 28 novembre 2024. Merci d'être avec nous. Pratiquement en fin d'année, il est temps justement pour la police de se lever encore une fois et de faire une opération spéciale Épervier. Mais avant, permettez-moi de passer le bonsoir à mes chers amis. Sarah. Bonsoir Christelle. Sarah Wadjilandiaye, bonsoir. Merci d'être là. Ça va bien, merci. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Mais permettez-moi particulièrement de dire bonsoir à Samia Zokot. Oui. Voilà, c'est une jeune sœur. Je salue également sa mère aussi. Très bien. Voilà, qui est une férue du Grand Talk. Du Grand Talk. Voilà. Merci Élisée. Pascal Komesoukier, bonsoir. Bonsoir Christelle Meledj, bonsoir à tous les téléspectateurs. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Alors, les fêtes de fin d'année seront sécurisées. Les forces de police sont mobilisées pour donner donc de très belles fêtes aux Ivoiriens, aux populations vivant avec nous. L'opération Épervier qui va donc s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. À l'entame de ce temps d'antenne, je vous disais simplement qu'au cours de cette opération, les plaques d'immatriculation banalisées, les visites techniques, les vitres teintées non conformes, les assurances et les vignettes fiscales et techniques seront contrôlées par la police dans la circulation. Marius Komoé, avec une telle information, comment est-ce que vous réagissez, Marius? C'est salutaire, étant entendu qu'en Côte d'Ivoire, il est attesté que 90% des accidents constatés sur nos routes sont dus aux facteurs humains. Et en dehors de ça, et selon les estimations donc, du Conseil national de sécurité, réuni d'ailleurs le jeudi 17 octobre dernier, 2024 dernier, le pays a enregistré, c'est vrai, une baisse d'environ 31% du nombre d'accidents de la circulation qui est passé de 1833 en juin 2024 à 140 000, à 1403 en septembre 2024. C'est salutaire, et cela parce que tout simplement des efforts ont été déployés par l'administration des transports en Côte d'Ivoire et plus particulièrement par l'Office de sécurité routière qui est aujourd'hui dirigé par quelqu'un qui a quand même fait toute sa classe dans le système de transport dans notre pays. J'ai nommé le DG, le directeur général Étienne Kouakou, qui n'a de cesse de déployer de nouveaux systèmes pour pouvoir naturellement aider à faire en sorte à réduire surtout les accidents constatés sur nos routes. Mais en dehors de cela, il y a aussi ce qui rentre en ligne de compte aujourd'hui, c'est la vidéo-verbalisation. Mais au-delà de la vidéo-verbalisation, il y a aussi, je vous donne quelques informations sur le sujet, il y a la sensibilisation aux bonnes messes, aux bonnes pratiques sur nos routes. Il y a également l'institution de la semaine de sécurité routière adoptée par le gouvernement
en 2021 qui en est une preuve éloquente et qui a amené justement à réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Et cela est salutaire. Sarah, alors selon le ministre des Transports, hein, les accidents de la route causent près de 300 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. De pertes, hein, évidemment, pas de bonus, de pertes. Et c'est quand même assez drastique. Avec l'opération Épervier, justement, qui va peut-être continuer, on l'espère bien, est-ce qu'on pourrait justement arriver à juguler et à réduire considérablement ce chiffre-là, Sarah Wadili? Oui, je l'espère bien, on l'espère tous. Il y a évidemment un coût humain, un coût économique. Et le coût humain est le plus grand coût à porter, surtout pour toutes ces familles qui perdent des proches. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de dire, je suis vraiment ravie d'entendre qu'il y aura des efforts faits de manière continue. Parce qu'il y a quelques efforts qui avaient été faits aussi il y a de ça 2 semaines. Il y avait des véhicules qui avaient été saisis. Il y avait vraiment des actions qui avaient été prises de manière très concrète. Aujourd'hui, on se retrouve avec une opération aussi très ciblée qui permettra d'établir de vraies sanctions, des sanctions sévères. On parle d'immobilisation de véhicules, de mise en fourrière, de retrait de permis. Donc là, concrètement, et même de poursuites judiciaires. Et de poursuites judiciaires, tout à fait. C'est le dernier point que je voulais évoquer. Et ça c'est un petit peu le point de discussion qu'on avait eu la dernière fois quand on parlait justement de ces nombreux accidents. On se disait, mais si on ne met pas des sanctions qui soient vraiment dissuasives, ce n'est pas un 2000 francs ou 3000 francs CFA de contravention qui va vraiment changer la donne. Donc très bien, si on prend vraiment des mesures nécessaires. Vous savez, aujourd'hui, on décompte en 2023 presque 37 accidents par jour. Ça, c'est ce qui est déclaré, c'est ce qui est reporté. 37 accidents par jour. 37 accidents par jour en Côte d'Ivoire, c'est énorme. Donc, ravi de ces efforts, surtout qu'ils s'étendent sur tout le territoire national, cette fois, c'est bien précisé. Les accidents sont toujours nombreux, en hausse. Je pense que par rapport, juste pour vous donner encore un autre ordre d'idée, en 2022, sur l'année 2022, donc on a recensé plus de 16 790 accidents. On est à plus de 1600 morts. Enfin, tout ça, c'est des chiffres quand même assez alarmants. C'est des humains qui parlent en réalité. On parle de chiffres, mais des humains. Ouais. Des familles qui sont détruites. Donc, pas une bonne nouvelle, mais une bonne chose, j'ai envie de dire, parce que c'est en place depuis presque 2017. C'est ce fameux fonds de garantie automobile, le FGA, qui est mis à la disposition des citoyens, qui depuis 2013 a permis de couvrir les frais médicaux de 729 victimes, de les indemniser. Alors c'est surtout des victimes qui n'ont soit dans un pas d'assurance, donc qui n'ont pas du tout de couverture médicale, ou des personnes qui sont victimes d'un délit de fuite. Ça, c'est la condition. Il y aura aussi des bureaux de liaison qui seront un peu plus étendus. On a 4 à Abidjan, on a 6 sur le territoire, il y en aura plus d'avantages. Mon seul point, c'est qu'aujourd'hui, il faut une lettre de garantie pour pouvoir se faire indemniser de toutes ces consultations et ces charges. Maintenant, quid de l'efficacité et de la rapidité de ces remboursements quand on est face à un accident. Voilà. Alors justement, Élisée Boloubé, on parle d'accidents. Essayons de faire un peu de pédagogie. Généralement, en Côte d'Ivoire, quelles sont les raisons d'accidents, généralement, pour qu'on ait ces chiffres même quand on dit 2 personnes décédées, ce sont des vies humaines qui sont parties. Oui, je pense que Marius l'a dit tout à l'heure dans ses propos, selon en tout cas les statistiques en notre possession, émanant aussi bien du ministère des Transports que du Fonds de garantie automobile, pour 80% en tout cas des accidents, c'est dû au fait de l'homme. C'est l'alcool au volant, l'alcool, voilà, ivre au volant, c'est le téléphone au volant, c'est les imprudences, le non-respect du code de la route. Vraiment, c'est un ensemble d'éléments. Donc, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas des faits extérieurs à l'homme qui provoquent la grande majorité des accidents. Quand je parle de faits extérieurs, peut-être une route dégradée, qui n'est pas bien vue, qui peut occasionner, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais pour 80%, c'est le fait des hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a une responsabilité même individuelle qui vraiment est engagée dans la plupart des accidents. Et ça, je crois que, pour moi, je le dis, peut-être on va trouver que je suis méchant, mais pour moi, il n'y a pas d'autre remède que la répression. Est-ce que la courtoisie, justement, au volant, rentre dans votre canevas La courtoisie, c'est-à-dire? Bah écoutez, vous n'avez l'intolérance, par exemple. Vous n'avez pas la priorité, par exemple. Oui. Ça il faut le noter. Et puis, je pense aussi qu'il faut éduquer par l'exemplarité. C'est-à-dire? Je m'explique. Quand on a un boulevard où il y a 3 couloirs et il y a un couloir piéton, donc je vais dire, c'est le trottoir des piétons. Et qu'on est soit une autorité,
on a des WW, où on a des plaques jaunes, ou même on a des plaques oranges, et qu'on s'octroie le droit de passer sous le trottoir parce qu'on estime qu'on est plus précieux que tous ceux qui sont là, et parce qu'on a notre position au niveau de l'État qui nous permet de passer où les autres ne doivent pas passer. Ça, pour moi, c'est tout ça qui conduit ceux qui ne sont pas en situation, en position de suivre. Parce qu'on leur donne l'exemple. C'est un très mauvais exemple. Est-ce qu'il y a une réglementation en la matière, justement, pour les autorités en circulation? Non, pas du tout. Pas du tout. Sortir de la voie, rouler où on veut, ou en sens interdit. Mais ça n'existe nulle part. Qu'on me montre une seule loi, un seul décret qui autorise une autorité, fût-elle, je ne sais pas, qui a le droit de passer dans une voiture. À rester dans l'embouteillage, Élysée? C'est normal. Mais attendez, mais pourquoi vous voulez qu'eux se soustraient à des lois? L'exception est où? Quand on me montre la loi où il y a l'exception, on dit exceptionnellement, telle autorité a le droit, ou mais telle personnalité a le droit de passer ici. Parce que cette voie serait embouteillée. Mais alors, généralement... Ce qu'on fait, ce qui est fait, et c'est ce qui est normal, c'est de créer un couloir parce que c'est une autorité. Prends par exemple le chef de l'État ou les autres personnes. On crée un couloir, un jalonnement. Ça veut dire les autres sont sur avec les forces de police. Mais on crée une voie dans cette voie normale-là pour qu'il ne puisse pas être... son élan ne soit pas obstrué. C'est normal. Mais on ne dit pas qu'on a occupé les couloirs et puis on s'octroie le droit de prendre le sens interdit parce que juste on a un WW sur notre voiture ou parce qu'on a une plaque jaune ou parce qu'on a une plaque orange. Ça, je trouve que, franchement, il faut que ça s'arrête. Ça, là, au épervier, on va faire, nous tous, on va contrôler. Hein. Pas nous, on va se mettre dans l'épervier, là. Non, mais ça, il faut qu'on le dise honnêtement. On va tous être acteurs de l'épervier. Alors, on pourrait vous dire, on pourrait rétorquer, l'autorité, il y a une urgence, il y a une réunion, voilà, on attend sa validation pour un dossier, il ne peut pas rester dans la file d'attente. S'il prend la voie sans interdit, il est l'autorité. L'autre qui suit, est-ce qu'il a une plaque jaune ou pas? C'est cela aussi, l'urgence et la célérité avec laquelle ils doivent réagir sur les dossiers, peut-être, pourrait expliquer cela, Élysée. Voilà, il ne faut pas juste regarder le dossier, mais il faut juste regarder l'action que je suis en train de poser là. Quelles peuvent être les répercussions pour l'avenir même de l'État? Parce que toi, tu regardes juste ton dossier que tu dois signer, mais tu ne sais pas que de par cette action-là, tu viens d'ouvrir un boulevard de non-respect du code de la route. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut de l'exemplarité. Ça, c'est important. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Hein. Très bien. Il faut de l'exemplarité. Donc, je finis avec ça, pardon, s'il te plaît. Quand on finit de dire ça, sur la question de l'exemplarité, comme je l'ai dit tantôt, il faut exiger la répression. Pour moi, en termes de sensibilisation, honnêtement, en Côte d'Ivoire, quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'est pas sensibilisé. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a jamais entendu parler du respect du code de la route. Sur cet aspect-là, on peut applaudir des deux mains le ministère des Transports, on peut applaudir l'OSER, on peut applaudir toutes les structures. Mais il faut que les autres changent. Pascal, j'aimerais, avant de répondre, déjà d'avoir votre postulat, avoir votre point de vue par rapport aux propos d'Élysée. Qu'en pensez-vous, Pascal? C'est un piège, ça. Vous savez que mon avis va être... non, je comprends ce qu'Élysée veut dire, mais je ne suis pas totalement d'accord. C'est parce qu'il y a des exceptions qu'il y a des règles. Bien sûr. On est confrontés tous à des situations d'urgence. S'il dit ça, il dirait ça pour des ambulances. Parce que les ambulances sont en situation d'urgence. Mais c'est l'incivisme qui fait qu'aujourd'hui à Abidjan, on est estomaqué, on est outré de voir que même quand il y a une ambulance, mais il y en a qui rechignent à se pousser. Et parfois, les voies sont vraiment larges. Elles sont prévues, certes, pour 2 lignes de véhicules, mais elles sont prévues aussi parce que l'ingénieur, il a fait les choses de façon sensée pour que vous puissiez, si vous vous serrez bien, laisser passer l'ambulance parce que parfois, il n'y a pas une voie en face qui permet, enfin. En tout cas, c'est plus compliqué. Et on assiste, je ne voudrais indexer personne, mais surtout avec les voitures de transport en commun, à des automobiles, à des automobilistes, à des voitures qui ne veulent pas se pousser pour laisser passer l'ambulance. Oui, il met la sirène parce qu'il veut passer, il n'y a pas d'urgence. Moi, mon cousin a vérifié un jour, il n'y avait personne. Ils ont toujours quelqu'un qui a vérifié et il n'y avait personne dans l'ambulance. Mais ce n'est pas votre problème. Parce que même s'il n'y a personne dans l'ambulance, il peut aller chercher un malade. C'est clair. À vide et revenir. Donc, il a besoin d'aller vite. Parfois, c'est pour aller chercher du sang. Si ça se trouve, c'est pour sauver une vie que vous connaissez. Donc, et puis, vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là. Mais pour revenir à ce qu'Élysée disait, je ne suis pas d'accord. Force à la loi. Et il faut apprendre aux citoyens le respect des autorités. Ce qui manque, c'est peut-être une législation ou une réglementation spécifique pour qu'on puisse brandir cette réglementation pour dire que dans telle ou telle situation, un certain nombre d'autorités avec une liste
plus ou moins exhaustive, a le droit de faire tel ou tel acte sur la route dans un cadre bien précis. De ses fonctions. Non seulement de ses fonctions, mais dans un cadre bien précis. Par exemple, on sait que souvent, ils ont soit une ouvreuse, c'est-à-dire une voiture qui ouvre la voie. Ils ont soit des motards, une flèche. Donc, il faut que le dispositif soit, comment dire, safe en français. Sécurisé pour ceux qui arrivent en face. Parce que souvent, ceux qui arrivent en face, ils se sont mis aussi en danger. On voit des gens qui tiennent tête aux autorités parce qu'ils disent « je suis sur ma voie ». Moi, j'ai déjà vu 2 voitures comme ça, une d'une autorité, puis en face, c'était pas une autorité, mais c'était une voiture qui n'était pas une plaque standard, qui disait « non, vous ne passez pas, vous êtes sur ma voie ». Et ce sont les piétons, les passants qui sont venus demander à l'autre voiture de laisser passer l'autorité. Donc, vous voyez, les gens ont de la défiance. Donc, s'il y a une réglementation qui peut venir plus ou moins équilibrer tout cela, mais dire qu'on va supprimer le droit à passage d'urgence, pour moi, c'est utopique. Et puis, c'est un dispositif qui doit exister. Parce que parfois, pour le compte de la République, ou pour le compte de la santé publique, ou pour le compte de la sécurité, il faut la même chose pour la police, qui parfois est obligée d'y aller en sens interdit. Mais à ce moment-là, il faut qu'elle mette les attributs d'identification. Voilà, parce que si c'est juste parce qu'on a garé là et qu'on veut passer de l'autre côté, qu'on soit de la police ou pas, ou de la gendarmerie, non, mais il faut qu'on ait la possibilité de reconnaître que cette autorité-là ou cette force de police-là est dans cette situation. Alors justement, je reste avec vous, Pascal, pour revenir maintenant sur votre postulat. Est-ce qu'on avait même besoin de faire une campagne pour contrôler les plaques d'immatriculation? Élisée voudrait réagir rapidement. Oui. Bon, Élisée, réagissez rapidement, et puis on revient à Pascal sur son point. Élisée, on a la même plaque. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire aux Ivoiriens? Allez-y. D'accord. Non, moi, je pense que Pascal même me rejoint en réalité. Oui. Parce que quand elle dit qu'il faut qu'on légifère, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne une note, mais il faut qu'on prenne des dispositions. Le dispositif. Elle me rejoint. Quand je dis que la loi, elle est pour tout le monde. Oui. Si d'aventure, elle estime qu'elle a la possibilité de prendre une autre loi, c'est-à-dire que justement parce qu'elle sent qu'on va à l'encontre d'une loi qui existe. Donc il faut qu'on trouve une mesure qui vient, je ne dirais pas abroger, mais qui vient préciser d'autres conditions exceptionnelles. Donc là, elle me rejoint. Maintenant, sur la question, je vais parler de couloir, j'étais très précis. J'ai dit, par exemple, quand le chef de l'État doit passer, ou bien quand certaines personnes doivent passer, on crée un jalonnement. Vous n'allez jamais voir le chef de l'État passer sur le trottoir. Non, ça n'existe nulle part. Voilà, on ouvre une voie sur la voie normale. Et vous avez vu déjà des plaques jaunes passer sur le trottoir? On en voit à longueur de journée, même les baka et tout ça. Passer les voitures plaques jaunes, les voitures 3W et tout ça, passent sur le trottoir. Très bien. Je dis bien que sur la voie normale, on ouvre un couloir en bonne et due forme parce qu'on veut régler une situation d'urgence. C'est ce qu'on fait même pour les ambulances, on peut le faire. Aujourd'hui, les pompiers le font avec des motards. Ils ouvrent des voies, mais sur la voie normale, on Très bien, Élisée. On vous a compris. Ait besoin de motards. Mais justement, c'est pour cela justement que la police, peut-être dans cette opération-là, fera forcément de la sensibilisation. Mais je n'avais pas vu votre point, justement. Est-ce qu'on avait besoin de sensibiliser sur les plaques, les visites, les vitantes, les assurances et les vignettes? Ça devrait normalement couler de source. Rapidement. Non, mais on vous prend et on part au Mali rapidement. Très rapidement. Moi, je suis d'accord avec la stratégie qui est adoptée par la DGPN. Et cette stratégie-là, pour moi, en quelques points, c'est déjà la peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp parce que quand vous voyez un transport urbain qui est sur le trottoir, comme le disait Élisée, avec le piéton qui lui dit « mais je suis dans mon droit, je suis sur le trottoir ». Et puis vous voyez le mini-car qui avance comme ça, qui dit « si tu ne bouges pas, je vais t'écraser ». Je ne vous parle pas de Andy, hein, j'ai vécu en direct, je me suis dit « il va l'écraser ». Et le piéton finit par se mettre de côté, par vociférer, mais l'autre a gagné parce qu'il doit aller charger. Donc oui, la peur doit changer de camp. Ouais. Et cette peur-là, elle change de camp avec des actions mutualisées. On a vu que tout le gouvernement est engagé, mais la justice aussi. Vous avez vu les communiqués qui fusent du procureur de la République. Le message qu'il envoie derrière, c'est je vais vous traquer. Je vais vous traquer, je vais sévir et ce sera immédiat. Et le dernier point pour moi, c'est que la communication qui est mise là, c'est vrai, on peut se dire, mais donc, tous ceux qui seront en porte-à-faux vont garer leur voiture le lundi et puis ils vont les ressortir. Mais non, moi je suis d'accord avec cela
Parce que la preuve, je pense que les maisons d'assurance ont eu beaucoup de personnes qui sont allées se mettre à jour aujourd'hui. D'accord. Mais tant mieux, il faut communiquer. Ce n'est pas un piège. On reprochait à la police de se planquer il y a quelques années, puis de sortir comme ça. On termine parce que... Et aujourd'hui, la police annonce ce qu'elle va faire, c'est très bien. Avec votre permission, allons-y à Bamako. Ça vous tente? Un très beau voyage en tout cas. Et on ne le fera pas seul, on le fera avec Adama Guébré, analyste politique. Il est directeur de publication de l'Œil du Faso, journaliste, observateur politique. Avec lui, parlons un peu de ce qui se passe au Mali. Alors après 4 ans de transition, le président de la transition, Assimi Goïta, évoque la tenue d'élections présidentielles au Mali. Bonsoir Monsieur Guébré, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonsoir Christelle, bonsoir chers. Alors, est-ce une nouvelle qui a surpris le monde quand on sait que cela avait été évoqué lors des travaux sur la loi des finances 2025? Non, pas vraiment, mais le timing a un petit peu surpris parce que on sort d'une crise entre le président Assimi Goïta et son ancien Premier ministre qui est le docteur Choguel Maïga. Et on sait que l'une des épines de cette crise était effectivement l'organisation de ces élections en question. Donc, le timing a un petit peu surpris parce qu'on se demandait quelle allait être la réaction des autorités militaires de la transition de Bamako. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un choix qui est judicieux d'aller aux élections parce que l'État central doit se reconstruire, doit se refaire. Une transition, par essence, est faite pour une courte durée, pour un temps bien précis. Et probablement que les autorités de la transition malienne, ils ont compris qu'il fallait y aller. Ils étaient sur un chemin sans issue parce qu'ils ont assez quand même isolé le Mali et les Maliens en question. Et c'était nécessaire et judicieux d'organiser ces élections-là. Alors, on sait qu'il n'y a pas eu d'élection au Mali depuis 2012, avec la succession d'événements. Concrètement, ça se passe comment? Est-ce qu'il y aura révision du code électoral? Est-ce qu'on a le budget? Déjà, certains parlent de 80 milliards, votre avis? Effectivement, il y a un cahier de charges qui avait déjà été proposé par le cadre de concertation qui avait été mis en place par le président Assimi Goïta lui-même. Et selon ce qui ressort, tout le processus qui régit l'organisation d'une élection va être déroulé, notamment la révision de la liste électorale, il faut les financements, il faut aller chercher les financements. Mais l'État malien en question se pose elle-même en premier contribuable pour financer ces élections-là. Quelques questions de nos amis, Pascal, Sarah. Oui, absolument. Quand on se fonde sur ces attentes légitimes-là qui ont été exprimées au cours des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, c'est-à-dire aller à consolider les acquis de la démocratie en organisant, entre autres, donc, ces élections-là. Aujourd'hui, il se trouve aussi la question de la participation sur l'ensemble du territoire national pour tous les Maliens, ceux du Mali et de la diaspora, on sait qu'il y a une forte communauté aussi, de s'exprimer. Comment vous voyez l'expression au suffrage de tous les Maliens quand on sait les enjeux d'accès, de simple accès, qui sont des enjeux sécuritaires à l'ensemble du territoire? Comment ils vont résoudre ça? Aujourd'hui, quand on prend les territoires maliens, on va dire qu'aujourd'hui, l'État malien, selon le gouvernement malien, maîtrise, il gère l'ensemble du territoire malien. C'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui parce que quand l'administration centrale est petit à petit en train de se déployer à Kidal, quand on sait que c'est le véritable problème d'accès c'est Kidal, mais l'administration centrale est en train de se déployer. Je pense qu'avec le mois et les jours, les semaines à venir, ils vont redoubler d'efforts, puisque c'est l'objectif final. Ils vont redoubler d'efforts pour que ça soit accessible pour un meilleur déroulé de ces élections-là. Très bien. Sarah, oui. Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai envie de me projeter avec ma question un petit peu dans le futur et me dire aujourd'hui, voilà, le chef d'État actuel, donc Assimi Goïta,
Imaginons que toutes les conditions soient réunies pour qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle et qu'il devient président de Mali. Sachant aujourd'hui qu'il y a une enquête d'opinion qui a été réalisée par une fondation très sérieuse, allemande, Friedrich Ebert, bon, j'ai du mal un petit peu à prononcer, c'était en 2023, et qui indiquait que la vaste majorité des citoyens maliens se déclarent satisfaits du régime présidé par Assimi Goïta. Donc sachant ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a toutes ses chances d'emporter ces élections si un jour elles sont organisées au vu de cette enquête? Et je pose précisément cette question, pourquoi? Parce que souvent on entend dire que oui, les pushs c'est pas bien, etc. Il faut que la démocratie se prononce, etc. Bon, on donne beaucoup de leçons de démocratie alors que chez nous on ne fait pas forcément mieux. Mais voilà, selon cette enquête, et vu aujourd'hui la notoriété, j'ai envie de dire, qu'il a, est-ce que vous pensez qu'il a ses chances? Je pense que tout le monde a ses chances. Assimi Goïta, comme toute autre personne, toute autre politique. Vous pensez à un scrutin ouvert à tout le monde? Je pense à un scrutin ouvert parce que aujourd'hui, ça ne sert à rien parce que pour organiser les élections au Mali, c'est pour refonder l'État malien. Donc, il n'y a pas intérêt à faire des élections fermées. Donc, on s'achemine vers un scrutin assez ouvert qui permettrait à n'importe quel candidat, à tous les candidats qui souhaiteront se présenter, d'aller aux élections. Mais Assimi Goïta, comme toute autre politique, moi je pense, il y a beaucoup d'autres candidats, je pense au docteur, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, et pourquoi pas même Choguel Maïga. Est-ce qu'il pourra se présenter, Choguel Maïga, si toutefois c'est... Si les conditions sont réunies, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de se présenter. Donc, tout le monde a sa chance. On sait qu'il y a, entre guillemets, des sirènes, des organisations, des associations qui appellent à la candidature du général Assimi Goïta, mais cependant, il est toujours militaire. Et quand on sait que quand un militaire veut revenir sur le jeu, sur le champ politique, il y a des textes et il y a des lois qui régissent le retour sur le champ politique. Il mettra en œuvre, il faut qu'il démissionne effectivement et se présenter éventuellement pour ces élections-là. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une annonce de diversion à travers ce communiquant parlant d'élection présidentielle, dans la mesure où, pour argument, ce qu'ils évoquent, dans la mesure où, durant tout le temps, le régime militaire a estimé qu'il n'était pas possible d'organiser les élections présidentielles dans des conditions pareilles, mais cela n'a pas empêché d'organiser des réformes constitutionnelles, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, un référendum qui lui a permis d'adopter une constitution. Que répondez-vous à ceux-là? Je pense que ceux qui pensent que c'est de la diversion, ils ont peut-être leur raison, mais de mon point de vue, on est loin d'une diversion, parce que c'est quand même assez sérieux. On a vu qu'ils ont organisé, comme Élisée l'a si bien dit, une élection référendaire où l'opinion s'est exprimée. Je pense que les autorités de la transition malienne aujourd'hui sont conscients et ils ont pris conscience que la direction dans laquelle ils amènent le Mali ou sur lesquels ils sont, les chemins sur lesquels c'est véritablement sans issue. Il faut sortir de l'isolation, il faut rétablir les liens séculaires. Sortir d'un régime d'exception pour arriver à un régime civil. Effectivement, et rétablir les liens séculaires, notamment avec les Maliens, les autres pays de la sous-région. Marius Komoé, la dernière question. La nouvelle constitution adoptée, comme vous l'avez dit, par référendum, renforce justement les pouvoirs du président Assimi Goïta, ancien colonel de l'armée, passé désormais général, qui, dans cette nouvelle constitution, ses pouvoirs sont renforcés et la nouvelle constitution donne même aux membres de la junte militaire d'être éligibles à la présidentielle de future. Pensez-vous réellement que ce n'est pas une élection de façade? Comme un peu Élisée le disait tout à l'heure. Exactement. Ouais, bon. Une élection de façade, non, ça pourrait être vu ainsi, vu les dispositions dont vous avez citées, tous les privilèges qu'octroie la nouvelle constitution à la junte. Mais non, ce ne serait pas une élection de façade dans la mesure où le jeu il est ouvert. C'est vrai, et généralement on dit qu'en Afrique, ceux qui sont au pouvoir, qui organisent les élections, ont une chance assez large de gagner, mais le jeu restera ouvert et j'en suis convaincu que
chacun aura sa chance S'il y a un président démocratiquement élu, comment ça se passera, selon votre avis, avec les autres pays de l'AES, qui, eux, resteront pour l'instant, en tout cas, militarisés? Alors, à mon avis, c'est là où viendra la rupture, selon vous, ce ne serait pas une rupture en tant que telle, parce que ça aura au moins le mérite de mettre la pression sur les autres États membres de l'AES. Cependant, on sait aujourd'hui qu'au Niger, il n'y a pas de chronogramme qui fixe cette transition. Alors, on est tenté de vouloir croire qu'on s'acheminera vers un calendrier fixe pour la junte nigérienne. Alors, au Burkina, tout ce qui s'est fait au Mali, j'ai envie de dire que ça sera peut-être... je ne sais pas par quel mécanisme les choses vont se replacer au Burkina, parce que quand on sait qu'au Burkina, récemment, le capitaine Ibrahim Traoré a réuni des gens, ses partisans. Un collège. En moins d'une journée, on lui a octroyé ce qui vaut l'équivalent d'un mandat de 5 ans, ce qui a été totalement décrié par beaucoup de personnes. Et ça leur a valu ce que ça a valu. Mais qu'est-ce que ça leur a valu? Beaucoup de personnes sont en exil aujourd'hui pour avoir dénoncé la démarche, le mécanisme. Aujourd'hui, parler de ça au Burkina, c'est un véritable casse-tête et automatiquement, vous êtes synonyme d'attaque. On espère que lorsque vous rentrerez au Burkina, vous n'aurez pas de problème. Non, moi, je pense que j'aurai pas il n'y a pas de problème. Alors donc, pour dire que tout ce qui se fait au Mali est fidèlement repris au Burkina, on espère que ça sera le cas aussi en ce qui concerne l'organisation des élections. Les élections prochaines, futures au Burkina, pourquoi pas. Élisée, un dernier point, on termine avec vous. Vous qui êtes analyste politique et qui observez la situation dans la zone AES, est-ce que, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, sorti du Conseil des ministres, du nouveau gouvernement d'ailleurs au Mali, est-ce que cela n'annonce pas des prémices d'un éventuel retour de l'AES vers la CEDEAO? Ce n'est pas exclu et ce serait d'ailleurs une bonne chose. C'est ce que tout le monde, ce que nous tous on espère, beaucoup espèrent, parce que ça pourrait réduire certaines difficultés que les peuples ou les populations de l'AES vont croiser, parce que récemment, on sait qu'au Sénégal... Au Sénégal, la carte Mina, il y a un challenge. A été refusée. La frontière. La frontière sénégalaise, sénégalo-malienne. Alors tout ça, c'est un casse-tête que les dirigeants pourraient éventuellement mettre dans la balance. Mettre dans la balance et éventuellement travailler. Je sais qu'il y a une réunion de la CEDEAO qui est prévue pour le 15 décembre, 15 décembre prochain. Alors, si éventuellement le retrait n'est pas automatiquement acté, et que on peut permettre ou on octroie un certain sursaut au pays de l'AES, on espère que ça sera le cas. Tout à l'heure, dans nos propos, je disais qu'il n'y a pas eu d'élection au Mali depuis 2012, c'est plutôt 2018. C'est ça, 2018. Voilà, très bien. Le 29 juillet et le 12 juillet 2018. En tout cas, merci beaucoup, Adama Guébré. Merci, c'est moi. Vous êtes analyste politique et journaliste, directeur de publication L'Œil du Faso, observateur politique. On a pris beaucoup de plaisir avec vous à analyser, à comprendre avec vos réponses ce qui va se passer, les futures élections présidentielle au Mali et assurément législative. Tout à fait. Voilà. Merci d'être venu. Merci, c'est moi. Et à chaque fois, n'hésitez pas de passer nous voir. Avec plaisir. Merci. Nous allons maintenant du Mali, on part à N'Djamena, voilà, au Tchad, avec Emmanuel Ngaradoumbaye, alias Lightman. La thématique avec lui, l'écrivain et entrepreneur culturel tchadien, le Lightman Entertainment au service de l'art. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Comment allez-vous? Je vais super bien et vous-même? Ça va très très bien. Okay. J'aime bien vos motifs. C'est tchadien? Ouais, on va dire tchadien, africain. Ouais, au total. Général, alors qu'est-ce que c'est que le Lightman Entertainment au service de l'art? Ok, en fait, Lightman Entertainment, c'est une structure, on va dire, culturelle qui fait dans le domaine de tout ce qui a un attrait avec la musique, le cinéma, mais qui défend des causes qui sont extrêmement justes. Et là, par contre, je suis là pour parler d'un projet que Lightman Entertainment est en train de mener, qui est un projet, le premier projet de la structure déjà. Voilà, je rappelle rapidement mon âge, j'ai 24 ans, donc j'ai pris en tout 14 jeunes artistes tchadiens
qui sont sur un projet qui parle de paix et tout. Et Lightman Entertainment, c'est un peu ça. On prend le côté institutionnel de la culture pour dire qu'à travers l'art, en fait, on peut toucher également des socles et des gens. Vous vous rappelez peut-être de We Are the World, Michael Jackson, Stevie Wonder et tout. Quand ils ont chanté pour la fin, vous voyez, ça a de l'impact en fait. Et Lightman Entertainment, c'est à travers ça, de la musique, le cinéma. Et là, c'est notre tout premier projet. C'est intitulé Les blessés de l'existence. Les blessés de l'existence. Exactement, c'est un peu ça. Eh bien, Sarah? Oui, j'aimerais savoir, moi, quel a été votre parcours, vos expériences passées, même si vous dites que vous êtes jeune, je le vois bien, qui vous ont emmené aujourd'hui à créer justement Lightman Entertainment. Ok, déjà, je fais un bref rappel sur mon parcours. J'ai fait 5 ans à Abidjan, donc j'ai étudié ici. J'ai étudié ici, j'ai fait UKO, j'ai fini en droit. Mais je suis un prompt adepte de la loi, de l'attraction et également de la légende personnelle. Arrivé à un moment donné, je me suis dit, Emmanuel, tu as toujours aimé les arts et la culture depuis tout petit, parce que c'était un peu les livres, c'était un peu mon espace à moi pour m'évader. La musique, c'était mon truc à moi pour me retrouver. Donc j'ai décidé, après ma licence en droit, de me consacrer à l'art. Donc après ça, j'ai mené des activités au pays, comme par exemple travailler avec des artistes qui sont passés ici chez Willy Dumbo, qui est K2, un artiste hyper talentueux de chez nous. Voilà, j'ai travaillé dans son équipe. Après ça, j'ai été directeur artistique de plusieurs festivals là-bas chez moi. Mais à Abidjan, ici aussi, j'ai joué dans des films. Je suis passé également sur les plateaux. Quel film, par exemple? La série s'appelle Baka. C'est produit par Massive Motion. J'ai le rôle principal, mais c'est en post-production. Ça va sortir bientôt. Exactement, c'est un peu ça. Comme quoi, on peut faire des études de droit, économie, finir dans l'art, ça me rassure. Je suis un passionné. Très bien. Élisée, question? La passion finit toujours par prendre le dessus. Ça se comprend. Ok, d'accord. Moi, je veux comprendre comment, à travers ce projet que vous lancez, vous voulez contribuer, vous arriverez effectivement à, à faire émerger la paix dont vous souhaitez. Parce que je l'ai dit rapidement, parce que ici, je prends l'exemple en Côte d'Ivoire, je me rappelle quand il y a eu la crise à partir de 2002 tout ça, il y a eu beaucoup de projets allant dans le sens de la paix. Il y a eu des chansons, il y a eu des groupes sont mis ensemble. Ça ne nous a pas évité 2010. Voilà, donc je me dis comment, avec là, on arrive à incruster véritablement dans l'esprit des personnes la notion de paix. Ok, disons que l'art a cette sensibilité-là de toucher les gens, même si ça n'a pas des apports automatiquement directs. À travers ce projet, disons que nous, d'abord, le projet en question prend en compte des jeunes Tchadiens hyper talentueux, chacun dans leur domaine, parce que j'ai fait un assemblage de beaucoup de jeunes. C'est en synergie, il y a des monteurs vidéo, il y a des infographes, mais à chaque fois, il y a une synergie entre tout le monde, vous voyez un peu. C'est-à-dire, à travers ça, on a 4 activités à mettre sur pied au Tchad. On a un concert géant de récolte de fonds déjà, et on a également un dîner gala où on va récolter des fonds pour mettre en place une cellule d'écoute. Vous voyez? Une cellule d'écoute. Oui, exactement, pour les victimes de violences. Parce que le thème que la chanson traite, c'est la paix, la cohésion pacifique, la violence et tout ça. Et nous, notre cellule à nous, c'est pour parler aux blessés de l'existence de ce pays-là. Vous voyez? Des gens qui viendront dans cette cellule pour peut-être écouter de la musique, soit pour se soigner, soit en faire pour se soigner. Parce que mine de rien, on l'oublie, mais la musique, elle est thérapeutique. Bien sûr. Elle est très thérapeutique et on a également un volet psychologique qui est là parce que c'est un aspect qu'on oublie. Pendant la crise ici en Côte d'Ivoire, peut-être au Tchad même et tout, le volet qu'on oublie, c'est de faire asseoir ces gens-là et de les écouter. Parce qu'à un moment donné, il faut les écouter, il faut qu'ils sortent ce qui est en eux. Et à travers ce projet, c'est ce qu'on est en train de vouloir mettre sur pied. Pascal? Oui, je voulais vous féliciter. Vous êtes tous jeunes et vous avez un projet qui est tellement porteur. On vous entend en parler comme ça. Merci. Vous réunissez tous ces jeunes avec vous. Vous avez commencé à citer les différents talents ou les différents arts qui étaient concernés. C'était monteurs, sculpteurs. Quels sont les métiers que vous avez fédérés autour de vous? Ou bien c'est juste des chanteurs? Ok, parce que j'avais répondu rapidement à la question de Christelle qui demandait le fondement de Lightman Entertainment. C'est les arts et la culture, mais pour ce projet, on part sur la base d'une chanson. D'accord, donc c'est des chanteurs, c'est que de la musique. Exactement. Je regarde les images, c'est le lac Tchad ou c'est le fleuve Chari qui est juste derrière? C'est le fleuve Chari. C'est le fleuve Chari. Exactement. C'est une vague du fleuve Chari. Le Tchad est un pays magnifique. Ouais. Moi, mon point, c'est un petit peu à côté, c'est que je me rends compte qu'on a un jeune Tchadien qui connaît la Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'accent, on n'est pas l'accent tchadien. Hein, j'ai des amis tchadiens, je vous dis, ils ont un fort accent.
Et vous incarnez ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes de la sous-région se fréquentent, aient des projets communs. Je fais un clin d'œil à toutes les compagnies aériennes qui aimeraient bien réduire leurs billets d'avion ou au transport en commun pour que les jeunes ne soient plus trop attirés à partir si loin. Parce que vous avez un pays magnifique. Vous dites qu'il y a des blessés, il y a des blessures à penser. C'est quoi les blessures des jeunes au Tchad? Ok, d'accord. Je reviens rapidement sur le premier volet qui est extrêmement intéressant. Ce que vous avez dit, je fais un clin d'œil. Je fais un clin d'œil à monsieur Guy Saveillon également, avec lequel on a eu à discuter. C'est lui qui me donne ce panel-là parce que, mine de rien, je ne devais pas être ici. Je lui reconnaissance et gratitude d'abord. Mais disons, en fait, au Tchad, quand tu nais et que tu as un talent artistique ou bien un talent dans un domaine particulier, tu deviens automatiquement un blessé de l'existence. Moi, je n'ai pas l'accent parce que j'ai adopté la Côte d'Ivoire il y a très longtemps. Je suis, on va dire, ivoirien dans l'âme. J'adore ce que vous faites et je le dis. Et le Tchad, on est à ce stade-là où on doit vraiment peut-être apprendre, vous voyez. Mais pourquoi quand tu nais, tu deviens un blessé? Je n'ai pas compris. Ok. En fait, il n'y a pas de possibilité pour éclore les talents de chez nous. C'est vraiment mitigé. On vit dans un pays où voilà, tu peux avoir un talent, mais on ne te croit pas. Moi, je raconte de comment je suis venu parler de ce projet et tout, mais vas-y, je me dis, on est porteur d'espoir surtout. On est porteur d'espoir et on se dit que ce Tchad-là, à travers la Côte d'Ivoire et à travers la culture, on va répondre au présent au concert des nations. On va permettre rapidement à Marius de dire un mot à notre... Vous le regardez avec tellement d'admiration. Parce qu'il a déjà dit, il a annoncé les couleurs, il a 24 ans. Mais avec 4 ans, c'est un passionné de l'art, c'est un passionné de la culture africaine. D'ailleurs, le tissu qu'il porte, c'est du Bogola. C'est un tissu originaire du Mali qui servait justement de paille pour les femmes enceintes. Par la suite, ça fait le tour des Afro-Américains avant d'être adoptés. Même en Côte d'Ivoire, à un moment donné, les Ivoiriens étaient très fanats. C'est pour ça que vous êtes en Bogolan ce soir. Voilà. Non, c'est pour ça que lui, il est en Bogolan. Donc vraiment, bravo. Merci, bravo. merci. Vous avez totalement raison. Merci. Mais en tout cas, bravo, c'est vraiment bravo, Emmanuel. Vous portez déjà de grandes causes pour la paix en Afrique et pour votre pays, le Tchad. Et on vous souhaite vraiment la paix avec tout ce qui se passe, vraiment la paix. Et bravo à tous vos amis. Emmanuel Ngaradoumbay, alias Lightman, vous êtes écrivain, entrepreneur culturel tchadien. Bravo. Merci. Je fais rapidement un clin d'œil à 3 personnes avec lesquelles on se bat depuis très longtemps à travers ce projet, qui me regardent même du Tchad. Je salue rapidement Black Ten, Trophy 7 et Lindsay. Voilà, c'est 14 artistes en tout, mais avec les 3, on a bataillé pour que le projet prenne vie. Et voilà, d'ici là, espérons que vous aurez les échos. Merci à vous. C'est notre plaisir. Si tout va bien, on aura Herman qui est au Salon Polytech à Paris, notre envoyé spécial qui y est donc depuis le 26 et le 27 novembre. On espère l'avoir pour son petit point. Et on parlera d'entrepreneuriat avec Madame Nanou Cécile, propriétaire de l'hôtel Le Vaisseau, et Jean-Marie Adom, entrepreneur. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous vous l'annoncions juste à l'entame de notre projet de ce soir. Nous parlerons d'entrepreneuriat. On ne pourra pas avoir Herman Abouar pour cause de connexion, assurément qu'on aura donc un point complet lorsqu'il reviendra en Côte d'Ivoire et sur ce plateau. Nous recevons maintenant, nos amis sont toujours là, comme j'ai l'habitude de le dire, Sarah, Marius, Pascal, et nous a rejoint en plateau Madame Nanou Aïcha. Voilà, entrepreneur, propriétaire de l'hôtel Le Vaisseau. On parlera d'entrepreneuriat féminin avec vous. Et ensuite, monsieur Jean-Marie Adom, engagement citoyen dans l'amélioration des cadres de vie. Quel engagement citoyen? En même temps, vous avez un lien, parce que l'un est conseiller de l'autre. Et c'est vous, monsieur Adom, qui êtes conseiller de madame Nanou Aïcha. Achia. C'est magnifique, ça. C'est différent de Aïcha. Oui, c'est différent. Et ça veut dire quoi, Achia? C'est la princesse Akan. Ah, d'accord. Alors, parlons justement avec vous, madame. Vous êtes entrepreneur dans l'hôtellerie. Qu'est-ce qui vous a emmené? Pourquoi n'avoir pas pris un bureau, voilà, ou travailler pour l'administration publique et vous pousser justement à vous mettre à votre propre compte? Merci. Bon plaisir. Je pense que je suis très aventurière de nature et puis j'ai aussi le goût du risque. Et depuis ma tendre enfance, j'ai développé un peu une forme d'indépendance qui m'a poussée à vouloir ne pas travailler dans un bureau pour demeurer là comme une personne qui s'ennuierait. Voilà.
Et aussi, je pense que je suis une personne qui a la fibre artistique en elle. Et donc, du coup, il était important de voler de mes propres ailes. D'accord, très bien. Pascal, question. Oui, Madame Nanou, bienvenue. Vous avez parlé de fibre artistique. Moi, j'aimerais, avant de vous poser la première question, souligner comment vous êtes superbement habillée. On sent bien que votre fibre artistique est bien présente. Je regarde le vaisseau, je vois que c'est un complexe avec des services d'hôtellerie. C'est un étoile. Combien d'étoiles? Est-ce que vous avez été répertorié par le ministère du Tourisme qui faisait une campagne il y a un certain temps et qui décernait des étoiles? Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier dans ce complexe-là qui concurrence aujourd'hui les grands groupes qui sont en train de s'installer en Côte d'Ivoire? Eh bien, déjà, c'est un 3 étoiles bien mérité. Bien mérité parce qu'on n'a pas eu à contourner des règlements pour s'octroyer un 3 étoiles. On a été visité de façon inopinée par le ministère du Tourisme qui a mené ses travaux en bonne et due forme. Et puis, à l'issue de cela, ils nous ont appelés et ils ont dit, voilà, vous méritez les 3 étoiles. Et j'avoue qu'on n'était pas loin d'un 4 parce qu'ils ont trouvé quand même qu'on avait des commodités pas mal. Seulement, ce qui nous a défavorisés, c'est le fait de ne pas avoir un espace pour aménager, bien aménagé pour personnes à mobilité réduite. Aussi, nous n'avions pas un scanner à bagages. Mais de vous à moi, je préfère avoir un 3 étoiles bien mérité, travailler pour avoir un 4 étoiles, que d'en avoir 4. Et puis, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça ne pardonne pas. Oui, c'est clair. Un 3 étoiles, c'est déjà très bien. Ah oui, pour un début, surtout bien mérité. Bien sûr. Donc, voilà. Mais à côté de ça, je suis styliste de formation. Ah, d'accord. Ah, voilà. Et cette tenue, Nanocréation, c'est vous? C'est ça, Nanocréa. Nanocréa, c'est vous. Ah, d'accord. Aujourd'hui, qui est portée par ma fille aînée. On vous connaît plus le nom Nanocréa que la créatrice elle-même, ce qui est très bien. Très bien. Alors, comment vous challengez? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est ouverte au tourisme. D'ailleurs, notre économie connaît un vrai boom. Et aujourd'hui, de grands groupes hôteliers sont en train de s'installer ou de récupérer des réceptifs. Comment vous vous positionnez? Quelle est votre particularité? Comment vous dites, venez chez moi, c'est différent parce que... Déjà, nous avons une architecture qui est assez atypique. Elle est comment, l'architecture? C'est un vaisseau. C'est un vaisseau avec des sous-sols, avec pas mal de labyrinthes. Je veux dire, c'est différent. Nulle part ailleurs, on ne trouvera un deuxième vaisseau comme notre hôtel. Et donc, de par son architecture, déjà, nous nous positionnons. Et aussi, nous travaillons véritablement pour offrir une véritable croisière à nos clients, qui sont des privilégiés. À côté de ça, nous misons sur la qualité de service, parce que ce que vous n'avez pas avec... Je ne suis pas en train de fustiger les grands groupes, parce qu'ils ont quand même un savoir-faire. Bien sûr. On s'inspire déjà même de leur savoir-faire et de leur savoir-être. Mais je veux dire, le fait d'avoir un hôtel particulier, nous avons un service qui est assez particulier et qui permet aux clients de se sentir chez lui. Parce que je veux dire, très souvent, les grands groupes, vous n'avez pas des personnes. Moi, je veux dire, en tant que DG, je suis vraiment à l'écoute de ma clientèle. Donc, je veux dire, si vous, Ivoirien lambda, vous arrivez, ou bien même toute autre personne arrive à l'hôtel, qui souhaite rencontrer la DG, ben, je me ferai fort de rencontrer cette personne avec le sourire aux lèvres. Et je dis, ça, c'est pas ce que vous avez ailleurs. Parce que, bon, parfois, même, c'est à des machines que vous parlez. Alors que nous, on est vraiment disponible pour notre belle clientèle. Très bien. Alors, Marius, comment est question? C'est toujours intéressant d'être en face d'entrepreneurs, surtout féminines. Et encore plus intéressant lorsqu'elle vient de chez moi, à Bengourou. Oh, voilà. On n'y a pas échappé. Je m'y attendais. Alors, bon. en tout cas, félicitations. Pas d'animation. Quelle initiative? Heureusement. Pas d'animation, en tout cas. OK, allons-y. Alors, vous envisagez justement de demeurer dans l'hôtellerie. Est-ce une préoccupation pour vous d'étendre votre savoir-faire sur l'ensemble du territoire national ou à la limite dans quelques autres régions du pays? Pourquoi pas? Il faut être ambitieux dans la vie. Je veux dire, mais pour l'instant, j'aimerais bien réussir ce projet-là qui me tient à cœur, de sorte à
à montrer à toute la Côte d'Ivoire et pourquoi pas même à l'international que les Ivoiriens que nous sommes, on a aussi un savoir-faire et un savoir-être. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas évident parce que l'hôtellerie, c'est passionnant, mais gérer ce qui n'est pas perspectible, c'est pas facile parce que c'est des services que nous vendons. Ce n'est pas des tomates, ce n'est pas des oranges. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas évident parce que c'est une chaîne. Je veux dire, j'ai envie de traduire ça par des maillons d'une chaîne. Et ça part depuis l'accueil jusqu'à la plonge. Si vous avez réussi tout et qu'au moment où le client il doit dîner, il se rend compte qu'il y a un cheveu dans son assiette, ben, vous avez tout faux et il partira avec, malheureusement, un mauvais souvenir de notre hôtel. Alors que franchement, celui qui aurait commis plutôt l'erreur de cette situation désastreuse, ce serait le plongeur. Mais donc c'est pour dire que tout le monde a un rôle primordial à jouer. Très bien. Voilà. Pour terminer sur le sujet, un tel réceptif hôtelier, c'est beaucoup d'argent. 3 étoiles, avez-vous dit. Avez-vous été accompagné par une banque pour le commun des mortels, sinon pour les Ivoiriens qui nous suivent? La question fondamentale est le financement. Très bien, on va répondre à la question. Comment avez-vous réussi à financer un tel projet? Déjà, je ne suis pas une riche héritière. Oh. Et donc, c'est vrai, vous réalisez d'abord sur fonds propres avec le parcours que vous avez. Et puis après, c'est sûr, j'ai été accompagnée par une régie financière de la place. Sinon, des régies financières, j'ai envie de dire. Très bien. Alors, je leur dis merci au passage. Mais sinon, c'est beaucoup d'argent. Énormément d'argent. C'est vrai. Et vous avez 140 chambres quand même. Oui, chez vous. 140 chambres. Alors, Sarah, question, et puis on passera à M. Adam. Oui, une question rapide. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous, déjà, on voit des images, je ne sais pas si elles apparaissent à l'écran, mais on voit des plats assez appétissants, des belles sauces. Non, je voulais juste vous poser moi, une question par rapport à... Oui, vous évoluez dans le secteur de l'hôtellerie, c'est un secteur qui est très compétitif, très exigeant. Moi, je voulais avoir votre feedback, savoir s'il y a suffisamment d'écoles d'hôtellerie en Côte d'Ivoire. Et s'il n'est pas difficile de trouver justement cette main-d'œuvre qualifiée au standing d'un hôtel comme le vôtre. Je vous remercie. Là, le problème de la qualité de service, parce qu'on n'a pas véritablement la main-d'œuvre qualifiante. Alors, je me permets de le dire haut et fort. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'écoles qui forment des personnes volontaires à ce métier-là. Oui. Et quand va-t-elle, mais je ne sais pas s'ils sont encore oui, mais en plus, le lycée hôtelier. Il y a le lycée hôtelier, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'inscrit quand même dans le concert des nations, et donc il y a pas mal d'hôtels qui ouvrent. Le tourisme est vraiment ouvert sur la Côte d'Ivoire, mais il faut avoir le personnel adéquat. Et là, c'est un peu difficile. Très bien. Difficile aussi dans le sens où les jeunes gens de maintenant n'aiment pas vraiment travailler véritablement. Ils ne sont pas passionnés de métier, voilà. Ouais. Mais bon, et justement, on essaye quand même de leur donner une formation de base et puis de s'accommoder une fois qu'ils sont sur le terrain avec nous. À côté de vous, il y a donc M. Adam Jean-Marie Adam. Alors, vous avez une connexion, vous êtes mis ensemble pour travailler sur différents projets. Mais ce qui vous a attiré chez lui, c'est que M. Jean-Marie Adam, au-delà de tout ce qu'il fait dans la vie, est aussi entrepreneur, mais entrepreneur social. Alors, vous dirigez, notre point avec vous aujourd'hui, c'est vous dirigez votre cité, président de votre syndic, de votre cité, et sans attendre la mairie ni l'État de Côte d'Ivoire, vous vous êtes engagé avec des amis à pouvoir mettre le bitume dans votre cité, à faire les travaux pour l'assainissement. Bon, déjà, pourquoi vous n'avez pas fait de courrier à la mairie, aux différents déjà, qu'est-ce que le promoteur vous a laissé? Aux infrastructures. Le promoteur a laissé une cité Est-ce qu'on peut avoir un petit point qui vous a poussé justement à prendre vos responsabilités? Moi, j'ai un slogan. Lequel? On dit le bonheur de votre vie ne dépend que de la qualité de vos pensées. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Oui. Donc pour moi, on a la chance d'avoir une maison, on est dans une cité, le promoteur a des limites.
je suis le président, qu'est-ce que je fais? L'État ne peut pas tout faire. Oui, c'est clair. Donc, on prend les besoins parce que quand il y avait des pluies diluviennes, toute la cité était inondée, les maisons se détruisaient, la cité emportait presque certaines maisons. Et ce que je fais, je me suis rapproché de certains habitants qui habitent ou qui n'habitent pas. Et j'ai pris les forces de chacun. Les forces de chacun. Voilà. Donc, je suis allé, je dis, bon, voilà, toi, on regarde, on en parle, on voit ce que chacun peut apporter. En tant que président, ce que moi je peux apporter. Et c'est comme ça qu'on a défini, on a là les maisons qui se détruisent, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vois un habitant avec qui je parle bien, je lui parle du projet, et puis il me dit, bon, écoute, moi, je vais voir ce que je peux faire. Donc, chacun a essayé de créer quelque chose. Voilà, chacun a essayé de créer quelque chose. Mais je suis allé vers, il n'y a pas plus de 10 personnes. Ah, voilà. Pour faire tous ces travaux-là dans voilà, votre cité. Pour faire plus, voilà, ça c'est une personne qui a aidé. Deux personnes. Pour le bitume? Le bitume, sur combien de maisons? Sur combien d'années? On a 143 maisons. 143 maisons et vous avez 10 qui se sont vraiment mobilisés. 10 qui se sont mobilisés. Ça vous inspire quoi? Voilà, mais ça c'est au niveau des infrastructures. D'accord. Maintenant, on a d'autres personnes qui se mobilisent pour d'autres choses. D'autres choses. Voilà, par exemple, si je veux faire, là on est en train de faire tout ce qui est terrain de sport. Bon, je lance le projet et j'ai quelqu'un qui me dit, écoute, ça j'offre. Mais pourquoi vous n'avez pas justement, comme les autres, fait des courriers, n'est-ce pas, soit à la mairie, soit au ministère, enfin bref, pourquoi vous avez décidé de lever en interne des forces afin d'améliorer votre propre carte de vie? Parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut aider l'État. Il faut aider l'État. Donc, j'essaie de partager les idées. Bon, j'ai surnommé même la cité bourgeoise. Pourquoi la cité bourgeoise? Parce que pour moi, on devient bourgeois. On se bat pour être bourgeois. C'est-à-dire que si tu vends de la tchéké, tu vends bien ton atchéké avec toutes les commodités et tout. Et puis demain, tu peux être comme Alice. Vendre, Alice, voilà, tu peux faire, voilà, envoyer tes enfants à l'étranger, payer il y a des femmes qui ont vendu des beaux photos, qui ont envoyé leurs enfants au Canada, payer des études au Canada. Donc pour moi, on se construit. Voilà, on se construit. On a des idées, on se bat pour se construire. Donc on n'entend pas tout de l'État. L'État, déjà, tu es là à l'école, tu sais lire, tu sais écrire. Maintenant, avec ton expérience, tu utilises des networks. C'est dans cette optique-là que Madame la directrice générale m'a demandé de venir pour qu'ensemble, on puisse développer des idées, développer son enseigne, voilà. J'aimerais reposer ma question très rapidement. 143 villas, vous avez dit qu'il y a... passer la parole à Sarah qui, depuis lors... Bon, allez-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Ces 143 villas, vous en avez 10 qui sont au cœur de la mise en route de c'est du gros œuvre quand même que vous faites là, plus d'autres qui participent quand il y a besoin. Mais sur l'ensemble des 143, globalement, est-ce que tout le monde contribue? Mais parce qu'il y a des maisons, il y a des personnes qui n'habitent pas encore. OK. Parce que la cité est enclavée. Il y a des personnes qui n'habitent pas encore. Il y a des personnes qui avaient des maisons squattées. Par des personnes qui n'avaient pas... Oui, il y avait au moins 20, 25 maisons qui étaient squattées. Et quand ces personnes-là qui étaient propriétaires de ces maisons se rapprochaient des squatteurs, les squatteurs leur disaient « Allez vous faire voir ». Donc les propriétaires venaient vers moi souvent en pleurs. Je lui ai dit « Bon, madame, je vous donne 24 heures, ils partiront. Ne pleurez pas ». Et puis le lendemain, il était parti. Parce que la loi vous donne force. Bien sûr. Voilà, donc souvent même je vais voir le monsieur, je lui dis, ben écoute, tu sais, tu peux t'acheter une maison. Ne pense pas que tu dois t'approprier le bien de quelqu'un. Si tu peux vivre dans un quartier précaire, payer 10 000 francs, être en paix avec ta famille, tu le fais. Mais tu penses que tous ceux qui ont ces maisons-là, ils n'ont pas eu la vie que tu as eue, mais ils se sont battus. Ils en ont cru. Et tout de suite, il a un déclic. Et puis, il me dit, bon, d'accord, je vais voir comment partir. Bon, d'autres aussi, quand il faut... Je lui dis, ben, écoute, au lieu qu'on t'envoie la force publique et tout ça, ben, ça ne sera pas bien pour toi. Donc, on essaye de
de négocier, de voir comment il faut faire. Tout est dans le management. Hein. Donc, on avait près de 30 maisons. Donc, aujourd'hui, bon, on a essayé on les a déguerpis, ils sont partis. On est en train maintenant de travailler dans le quartier. Et puis, souvent aussi, je donne des conseils. Je dis à la personne, écoute, même si tu ne peux pas faire la clôture, même si tu ne peux pas faire ceci, ce que je te demande, simplement, viens dans ta maison, au lieu de payer un loyer, viens dans la maison. Et puis, avec même si ce n'est pas terminé encore, en fait. Oui, mais même si ce n'est pas terminé, moi, j'ai donné des conseils à des personnes qui sont venues habiter. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien. Une femme qui est venue habiter avec ses 3 enfants. Mais aujourd'hui, si vous voyez sa maison, mais parce que tu économises quelque chose pour faire quelque chose. Sarah, question? Oui, mais là, je pense qu'on rentre vraiment... bravo pour l'initiative. Hein, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle la responsabilité citoyenne ici. Moi, j'ai une question par rapport à le genre de coût qui peut être engendré pour des tels travaux. Là, on est en train de voir des images. On voit que c'est vraiment des travaux de grande envergure. C'est de la voirie, c'est le système d'assainissement, etc. Ça quand même engendre, oui, des coûts assez énormes. Comment est-ce que vous financez tout ça? Est-ce que c'est du financement participatif? C'est de l'autofinancement? Il n'y a pas une aide extérieure un petit peu pour vous aider à rappeler la réponse. Travaux? Oui, mais madame, il y a 143 maisons. Ça, c'est coûteux. Même si tout de suite, je divise par 143 propriétaires, on ne peut pas. Donc, quand on va en négociation, il faut connaître ses limites, il faut connaître ses forces, il faut dire la vérité. Quand je vais voir quelqu'un, parce que la personne me pose la question, mais même si je veux faire, tu peux apporter quoi? Je dis, même si on divise là, moi, mais je ne peux pas payer. Ma part, là, je ne peux pas. Parce que c'est des millions. Mais comment vous levez? Voilà, le gars s'est dit, bon, écoute, il n'y a pas de problème, je vais voir comment aider. Je fais visiter. Bon, la personne, il regarde, il me dit, ah, mais l'eau est en train de tout enlever, ben, je vais voir. C'est-à-dire qu'il faut dire réellement les choses. Parce que même si 2 personnes peuvent payer, si on divise, que 2 personnes peuvent payer, mais il y a encore 141 qui ne peuvent pas. Donc, quand on négocie pour l'ensemble. Tu es le président pour l'ensemble. Donc, voilà comment je fonctionne. Donc, quand il y a un projet, j'en parle, et puis il y a un qui se lève, qui dit, bon, ça, je fais. OK. Voilà, donc c'est comme ça. Très bien. Alors, vous vous êtes mis ensemble justement pour relever un peu, déjà créer cette vision de on fait ce qu'on peut, et puis l'étape pour prendre le relais peut-être demain. Activité à court, long, moyen terme au vaisseau. On nous parle d'une tombola que vous avez pour le samedi 30. On part en croisière. On part en croisière, exactement. C'est pour vous montrer combien de fois le client il est roi chez nous. Oui. On lui met une voiture à sa disposition. C'est une valeur de combien déjà? Je devrais le dire sur le plateau. Bon, d'accord, on se taira. Ben, c'est une voiture de luxe, full option. Alors, comment on fait pour participer? Pour participer. En plus, je veux dire, franchement, il y a de quoi venir à l'hôtel Le Vaisseau. D'accord. Vous prenez un ticket de 25 000 francs. Non seulement vous consommez selon vos goûts, mais en plus, vous avez la chance de repartir avec cette superbe voiture. Waouh. Donc, juste le ticket. Ouais. Et plus vous multiplierez vos chances. Vous avez dit quoi? Je prendrais 10 tickets, ça ne fait pas le coût de la voiture et je pourrais avoir la voiture. Mais il faut en prendre plus, prenez même un carnet. Marius, vous pouvez prendre le carnet. Multiplier vos chances. Oh là. C'est quand même vous. Ça commence donc, dès le matin, c'est des festivités. Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est à partir de 19h le samedi 30. Très bien. Et donc, c'est beaucoup de surprises. Il y a même des lots intermédiaires pour les gens qui n'auront pas la voiture. Voilà, la chance d'avoir le super gros lot. Mais sinon, ça sera vraiment un moment festif. Avec des artistes, avec une bonne gastronomie, avec une visite guidée, etc. etc. Sarah, oui, j'ai entendu. En tout cas, à la bouche depuis que ça passe. En tout cas, merci beaucoup, Madame Aïcha Nanou. On a eu beaucoup de plaisir d'être avec vous, de Monsieur Achia. Je dis Aïcha, Achia Nanou, et de Monsieur Jean-Marie Adom. Merci beaucoup. Votre vision de la vie vraiment nous épate. Bravo pour ce que vous faites dans votre cité. On peut les applaudir. Hein? Bravo, bravo.
ce que vous faites également comme femme entrepreneur ivoirienne, avec ce que vous avez accompli. Congratulations, bravo, merci. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. Vous nous donnez envie, en tout cas, de nous lancer dans pas mal de choses et d'entreprendre. Bravo. Merci. On se retrouve donc, j'allais dire... Demain? Oui, demain, c'est pas vendredi aujourd'hui. C'est demain. Demain pour une autre émission du Grand Talk. Prenez plaisir et que Dieu nous garde. À demain.